faut aussi aller voir Merci Patron de François Ruffin. Bonjour, je voulais vous remercier déjà tous deux de m'avoir appris beaucoup de choses, notamment sur le Téléthon pour Monsieur Jacques Testard, l'escroquerie du Téléthon, qui a été confirmée avec le parrain qui fait du poker et qui est à la fois chanteur et qui parraine le Téléthon. Bon, j'irai pas plus loin, et donc... Et je voulais savoir si vous connaissiez le livre qui a été écrit dans les années 70 qui s'appelle Le communisme, un monde sans argent. Et en fait, je pense que tous les débats qu'on a eus sur la démocratie directe et la vraie démocratie, si on ne détruit pas le système marchand avant... Et d'ailleurs, il va s'autodétruire lui-même au final. Eh ben, je pense que l'émulation qu'on veut tous n'aura jamais lieu. Donc, en fait, il faut avoir un regard de profondeur historique sur la dialectique de la baisse du taux de profit. Et en fait, c'est ça la question fondamentale, je pense. Voilà. Messieurs. Je suis d'accord, et l'allusion au Téléthon, effectivement, je me bats contre le Téléthon depuis le début, ça fait 20 ans. Voilà, c'est un peu hors sujet, mais pas complètement, parce que c'est vraiment le contraire de la démocratie, ce truc-là. Vous savez, quand on est chercheur, pour obtenir des moyens de travailler, il faut se donner un mal fou. Il faut faire des demandes, il faut répondre éventuellement à des offres, il faut écrire, ça prend des semaines d'obtenir ces crédits. Et puis là, le Téléthon arrive, et par la magie qui fait qu'on fait pleurer dans les chaumières parce qu'il y a des pauvres enfants qui sont sur des chaises, qu'on passe à l'écran, et qu'on explique que leur situation ne peut s'arranger que si vous donnez de l'argent, on arrive finalement à jouer sur une fibre. Ça n'a rien de démocratique, c'est de la sensiblerie. On arrive à jouer sur une fibre qui fait qu'on va donner une priorité, parce que c'est ça que vous ne savez pas, c'est que cet argent du Téléthon, 100 millions tous les ans, ça représente la moitié du budget de fonctionnement de toute la recherche médicale en France. C'est énorme. Et cet argent qui est distribué dans tous les labos qui font de la recherche plus ou moins en génétique, y compris ceux qui travaillent sur les plantes transgéniques, à l'INRA, ils reçoivent de l'argent du Téléthon. Cet argent-là va orienter, il est donné à condition qu'ils travaillent un peu dans le sens décidé par le Téléthon. Alors il y a un comité scientifique au Téléthon qui impose des sujets, c'est-à-dire que l'État paie la recherche publique, paie les chercheurs, les laboratoires, les machines, tout ça coûte très cher, et que finalement les orientations sont poussées beaucoup plus par le Téléthon que par les instances scientifiques qui sont supposées réguler la recherche scientifique. Donc ça fait une des raisons, et puis apitoyer les gens sur des trucs qui en plus faire croire que si vous donnez de l'argent, on va guérir les malades. C'est pas évident, c'est pas seulement une question de sous. L'homme n'est pas capable de faire tout, c'est pas Dieu. Il y a des domaines où on a mis plein de sous et où on n'arrive à rien. Bon, c'est le cas par exemple des problèmes de thérapie génique, où on a mis de l'argent depuis longtemps et les succès sont vraiment très limités dans un type de maladie très précise et ça ne progresse pas. Et tous les ans, au Téléthon, on fait croire, oui, mais on a maintenant le machin miracle, alors il y a un scientifique qui vient pour cautionner, on l'applaudit, c'est parfait, mais l'année d'après, on en est toujours au même point. Et on dit, maintenant, c'est l'année décisive. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure, quand même. Donc, ça commence à bien faire, quoi. C'est un cirque pour ramasser des sous, d'une façon, d'ailleurs, que la Cour des comptes a critiqué dans un rapport, où il était dit, ça c'était avant l'euro, hein, je me rappelle ce rapport, donc dans les années 90, qu'il y avait 10 personnes qui ne servent qu'à préparer l'émission Téléthon, hein, qui sont donc au Généton, et qui sont payés, à ce moment-là, c'était l'équivalent de 10 000 euros d'aujourd'hui, mensuel, toute l'année, pour préparer l'émission du mois de décembre. 10 personnes. Que la patronne de ce machin-là, du Téléthon, elle a un appartement de fonction, un chauffeur, un jardinier, qu'elle voyage à l'œil, bon, bref, on voit bien que c'est une institution qui n'est pas vraiment caritative.
Une autre question? Bonsoir, merci pour cette conférence. Très content de vous voir en direct. C'est différent. Donc, j'ai deux choses qui me semblent importantes à évoquer. La première, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne s'intéressent mais alors absolument pas du tout à vous à cause d'une chose, c'est Alain Soral. Les gens du coup ne regardent même pas vos travaux, ne regardent même pas ce que vous faites et du coup finalement ça gangrène un petit peu sur tout le groupe Gentilvirus. Donc je trouve que ça serait bien qu'on essaie d'avoir quelque chose là-dessus aujourd'hui pour faire avancer les choses et puis pourquoi pas vous de votre côté faire un communiqué pour permettre de changer un petit peu toute cette image négative qui rayonne. Et puis deuxième chose, j'aurais aimé savoir ce que vous pensiez de laprimaire.org, savoir ce que vous pensez de ces travaux-là, et puis savoir aussi ce que vous avez fait avec Ma Voix, ce que vous pensez de leurs travaux, et si vous avez essayé de travailler avec eux sur Paris. Alors je me permets une intervention sur la question de Soral. Il y a eu beaucoup de débats, et il y a eu, vous l'avez vu en entrant, des tas de choses qui ont été dites. On ne souhaite pas imposer à Étienne de répondre à cette question. Ce n'est pas la question du débat de ce soir. Alors Étienne, on te donne le choix si tu veux y répondre brièvement. Je ne parle rigoureusement jamais de Soral. Voilà. En fait, l'année dernière, en 2014, on m'a demandé « parle-en, explique pourquoi ». J'ai fini par céder, puis j'aurais pas dû en parler, je n'en parle jamais. En fait, c'est un truc qui est monté de toutes pièces. Enfin, en tout cas, c'est exagéré, c'est surdimensionné, ça n'a juste pas de sens. J'ai supprimé le lien qui m'était reproché depuis un lien sur des dizaines de milliers. Et j'ai en fait supprimé tous les liens, comme ça j'ai arrêté de croire que quand j'indique quelque chose, c'est comme si j'étais ce quelque chose. J'ai supprimé ce lien il y a 1 an et demi, et puis ça continue, les calomnies. Donc de toute façon, les calomnies auront lieu. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment peur de moi, ils se montent le bourrichon entre eux et ils ont vraiment peur. D'autres qui n'ont pas peur, qui servent, qui veulent... C'est très subversif, hein, l'idée qu'on défend, elle est extraordinairement subversive. L'idée que les peuples s'emparent du processus constituant, je pense qu'il y a plein de gens qui, tant qu'on est une centaine, ils s'en foutent. Si le truc devient important, ça va être important pour eux de disqualifier ou se débarrasser du truc. Et la calomnie, c'est une vieille affaire depuis des milliers d'années, quoi. Il y a une bonne vidéo de Usul qui a changé d'avis après, sous la pression, sûrement, je sais pas, mais en tout cas, il avait fait une bonne vidéo pour expliquer, et dans sa conclusion, il disait écoutez pas ce qu'on dit de lui, écoutez-le, quoi. Écoutez ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait, et puis faites-vous une opinion, vous verrez bien que c'est ultra démocratique, c'est pas fasciste, c'est ultra démocratique, donc c'est totalement extravagant, l'accusation est extravagante. Qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire. J'ai vu que sur ma page Wikipédia, sur laquelle j'ai jamais touché, j'ai découvert la semaine dernière qu'ils sont en train de dire que je suis négationniste. Je n'ai pas accès à ça, mais j'ai pas accès à la calomnie, si vous voulez. Quand vous prenez la parole en public, je découvre que vous pouvez pas être l'ami de tout le monde. Il y a des gens qui vont vous détester. Et de façon, je trouve complètement irrationnel, parce que il n'y a pas plus gentil que moi. Je peux pas être. Enfin, c'est incroyable qu'ils me considèrent aussi dangereux et méchant. Enfin, pour moi, c'est une extravagance. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ignore le truc. Là, maintenant, quand j'en vois passer, je dis, mais ils sont vraiment fous et tellement méchants, ces gens-là. Et puis, mais j'avance. Moi, je continue à faire ce qui me semble bon. Je fais mes ateliers, je continue à creuser mon sillon sans me préoccuper de ça. Et je n'en parlerai plus. J'en ai parlé une fois, ça, au lieu d'apaiser le truc, j'ai fait tout ce que je pouvais pour écrire quelque chose vraiment pour vous expliquer. Et vous allez voir, sur mon blog, ça s'appelle « Pour que les choses soient claires ». Je vous explique complètement comment ça s'est passé. Et puis voilà, j'en parlerai plus. Je n'en parle jamais. C'est vous qui m'obligez à en parler en me questionnant. Mais bon, voilà, si vous voulez, j'en dis un mot, puis c'est tout. C'est parce que c'est pas mon sujet, quoi. Alors, il y avait une deuxième question sur laprimaire.org.
Juste, si tu veux en dire un mot. Non, je ne peux pas dire grand-chose sur la primaire.org et ma voix. Je vais regarder les descriptions et je trouve ça très, très intéressant. Toutes les initiatives, il y en a plein d'autres. Hein. Mais je n'ai pas assez bossé sur la question pour pouvoir vous en parler et vous donner mon avis. Un mot quand même de façon plus générale, sur la façon dont le système va se défendre contre les démocrates. C'est très difficile pour un parlementaire de dire d'un démocrate ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas emporter dans un mauvais sentier par celui-là, il est démocrate. Tout le monde varie, hein. Personne se méfie d'un démocrate. Donc c'est très compliqué pour un parlementaire qui est mis en cause par un démocrate qui dit le système parlementaire est une escroquerie parce que vous vous comportez comme des maîtres et vous prétendez être des démocrates alors que vous ne l'êtes pas. Donc le vrai démocrate qui dit ça aux parlementaires, il a un discours qui est très problématique pour le parlementaire, qui sait bien qu'il n'est pas si légitime que ça. Et ce qu'il trouve, et qui marche bien, le parlementaire, pour se défendre, c'est de mélanger les démocrates avec les fascistes, parce que c'est vrai que les démocrates ont en commun avec les fascistes, avec des projets de société qui n'ont rien à voir, c'est le contraire. Mais ils ont en commun de contester l'escroquerie parlementaire. C'est-à-dire que les deux ne veulent plus être dirigés par les banques et les grandes entreprises, le capitalisme. Les démocrates, qui sont souvent des anarches, enfin pour moi il n'y a pas beaucoup de différence entre les anarchistes qui se méfient des pouvoirs et les démocrates qui se méfient des pouvoirs, pour moi c'est très proche, c'est pratiquement pareil. Et donc les démocrates craignent, dénoncent le système parlementaire pour mettre à la place un système sans chef, ou en tout cas dans lequel les chefs seraient ultra contrôlés. C'est ma position. Et puis c'est vrai que les fascistes, les gens qui ont peur du peuple et qui savent, d'ailleurs à mon avis, ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie, ils considèrent que la démocratie c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire le système parlementaire, ils se disent antidémocrates, ils contestent le système parlementaire, et eux ce qu'ils veulent mettre, comme ils ont peur du peuple, ils veulent mettre des chefs. Des chefs avec la poigne, la schlag, le fouet, enfin bon, un système, c'est juste les antipodes. Mais nous avons en commun, il faut l'assumer ça. Moi j'assume ça, parce que je ne deviens pas fasciste évidemment quand je pense ça, mais je vois bien que nous contestons le système parlementaire. Alors qu'est-ce que font les parlementaires? Comme ils ne peuvent pas dire regardez, lui c'est un démocrate, ils ne font pas ça. Ils disent lui c'est un rouge-brun. C'est-à-dire qu'ils font comme si c'était le même projet de société. Parce qu'ils montent, regardez, ils sont anti-parlementaires, donc ils sont anti-républicains. Oui, on est anti-fausse république, oui, on est anti-réprivé, mais on n'est pas... Enfin, vous voyez, c'est ça, le mot rouge-brun, c'est un mot qui est inventé, je pense, hein, par les défenseurs du système, pour arriver à se débarrasser de la critique démocratique, en la mélangeant à la critique fasciste. Et donc, il faut assumer, hein, il faut être capable de... Il ne faut pas nier ce point commun qu'on a. Et voilà, il faut assumer. Moi, je suis démocrate. Et donc, je conteste le système parlementaire. Question suivante. Oui, bonsoir. Alors, une petite question. Vous souhaitez garder une assemblée avec des députés. Étant donné que nos députés ont des assistants parlementaires qui sont à la fois anciens salariés de grands groupes, donc des lobbies, groupes de pression. Ils se retrouvent à un moment donné chefs de cabinet. Ayant bossé dans les médias, je sais de quoi je parle. Donc comment voulez-vous abolir ce système de lobby? Puisque, en fait, et je finis, la PQR, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, appartient en grande partie à des organismes bancaires qui, eux, vont influencer le pouvoir et, par un lavage de cerveau, la population. Après, vous avez donc des médias qui vont traiter une information de manière non objective, partisane. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que votre idée soit tuée dans l'œuf dès le départ? Parce qu'ils sont très forts. Alors il y a deux questions dans votre question. Une à propos du lobbyisme. Moi je crois qu'il faut carrément avoir le courage de l'interdire et non pas de le discipliner comme on fait actuellement. C'est-à-dire actuellement il y a un registre des lobbyistes qui vont aller à l'Assemblée ou au Sénat, c'est pas le même registre d'ailleurs, et qui doivent s'inscrire. Ça nous fait une belle jambe, ils sont inscrits. Ça n'empêche pas qu'ils fassent du lobbyisme. Il faut interdire.
C'est une attitude criminelle, le lobbyisme. Par définition, il s'agit d'une action clandestine, puisqu'elle n'est pas dans la transparence, qui a pour but d'influencer les élus de la République pour servir des intérêts particuliers. C'est monstrueux. Donc, pour le lobbyisme, il faut l'interdire. Maintenant, vous dites, comment vous voulez vous en tirer si les députés ont dans leur périphérie des assistants, et les députés eux-mêmes, d'ailleurs, sont influencés par les lobbies largement. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on se débarrasse aussi des élus, des députés. Mais si on arrivait à faire ce que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire remplacer le Sénat par une chambre de citoyens tirés au sort, avoir le référendum d'initiative citoyenne et avoir les conventions de citoyens, je crois que tout ça serait mis à mal et qu'on ne peut pas, déjà ça on ne l'aura pas, j'ai pas d'illusion. Donc si en plus vous nous proposez de supprimer les députés, alors là on n'est plus crédible du tout, quoi. Il faut qu'il reste quelque chose. Les gens ont encore cette habitude, comme disait Étienne, ils ont été élevés, c'est comme le veau sous la mer, hein, ils ont été élevés avec cette idée élection égale démocratie. Et on dit tel pays est démocratique, il y a des élections libres. Il n'y a pas d'élections libres, ça n'existe pas. Chez nous non plus. Donc, tant que les gens sont dans cette idée, et ça il faudra une génération pour que ça change, il faut maintenir cette soupape que les gens ont besoin de voter pour la gueule de quelqu'un. Mais au moins qu'ils ne votent pas pour un programme. C'est-à-dire que les gens seraient les représentants de la population. On peut imaginer qu'ils soient élus parce que la population leur fait confiance, mais pour ce qui est du programme, il faut l'établir un peu plus sérieusement, et c'est à ça que pourraient servir des assemblées de divers types qui obligeraient ensuite, grâce à ce Sénat tiré au sort, qui obligeraient les représentants à suivre le programme qui a été décidé. Merci. On prend encore 2 questions. Bonjour à tous. Donc moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment la réflexion politique qui s'empare de la question du processus constituant. Et je suis vraiment d'accord avec Jacques Testard sur le fait que la question politique est centrale, à mon avis, que c'est le politique sur quoi on doit s'intéresser. Pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, il y a vraiment eu des gens qui travaillent concrètement sur l'écriture d'une assemblée constituante. Moi, je fais partie d'une association que Étienne Jouard doit connaître, c'est les citoyens constituants. Et en fait, c'est à Paris, mais on est en train de monter une antenne locale à Lyon. Donc demain, je serai là, donc j'expliquerai ça. Et en fait, on s'attache concrètement à écrire les règles d'une possible assemblée constituante. Donc j'ai une question, justement par rapport à ça. On n'est plus en train de parler d'assemblée constituante, mais de processus constituant. Et on s'interroge finalement sur la place du tirage au sort. Parce que vous avez dit des trucs hyper intéressants sur le fait que le tirage au sort, finalement, de regrouper des gens qui parlent entre eux, ça permet d'éclairer les gens. Le problème, c'est que ça éclaire pas tout le monde. Et qu'en fait, par exemple, je me rends aussi quand on tire au sort, je suis impuissant par rapport à ces tirés au sort. Et je ne suis pas dans une puissance politique. Que je donne par le choix ou par le sort, moi je préfère par le sort, mais je me rends quand même impuissant par rapport à ces tirés au sort, c'est pas moi qui décide. Et en fait, comment par exemple faire, si jamais c'est le cas, par exemple un processus constituant où c'est plus seulement des tirés au sort qui décident du processus constituant, mais c'est l'ensemble des citoyens français qui participent au mouvement. Et c'est une question qui me paraît centrale, cruciale, et justement quand on parlait de démocratie et d'anarchie, je trouve que c'est très relié justement d'être plus sur une société anarchiste là-dessus, avec 60 millions de personnes, c'est possible. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? À mon avis, l'idéal, ce serait que nous écrivions tous, nous participions tous ceux que ça intéresse, au processus constituant, commune par commune. Mais donc chaque commune devrait avoir une constitution, comme en Suisse. Chaque canton a sa commune. D'ailleurs, il y a des cantons encore, pas beaucoup, je crois qu'il en reste un ou deux, où ils votent eux-mêmes leurs lois, à main levée. Et ils ont leur constitution qu'ils protègent jalousement, qui les établit en tant que souverains, et vraiment avec une subsidiarité étonnante. Ils sont beaucoup plus... C'est une démocratie beaucoup plus réelle que la nôtre. Mais pour faire un corps social du niveau d'un État, d'une nation, il faudra faire une fédération de communes. Il faudra bien une constitution fédérale, une fédération de communes, une grande constitution. Et là, si on est 40 millions à discuter, on va avoir, je pense, un problème technique pour discuter à 40 millions. Alors, parce que ce que j'imagine, et c'est une des possibilités, mais peut-être que l'un d'entre nous, dans le cerveau collectif, imaginera un autre mode opératoire. Moi, ce que j'imagine pour l'instant, c'est après l'insurrection, la révolution, on est des millions à vouloir écrire nous-mêmes la Constitution, et on commence par ça, on commence par faire des ateliers constituants
partout dans chaque commune. Donc il y a 36 000 communes, ça veut dire 36 000 assemblées constituantes. Pas avec tous les citoyens, mais avec tous ceux qui veulent. Et puis, il faudrait une assemblée centrale qui fédère les projets. On aurait tous une réflexion sur notre commune et puis une réflexion sur le projet national. Parce que c'est souvent c'est les mêmes règles. Il faut séparation des pouvoirs, les mandats courts, non renouvelables, la reddition des comptes, l'initiative populaire. Sur les 10 grandes règles à rédiger tiennent sur demain. J'imagine l'Assemblée, on peut dire parisienne, parce que tous les réseaux, pour l'instant, historiquement, sont plus faciles pour converger vers Paris. On imaginerait qu'il y aurait une Assemblée centrale, peut-être composée d'ailleurs de gens un peu partout dans le pays, qui aurait comme boulot de lire les assemblées et de lire les projets constituants des différentes communes pour essayer d'en faire une synthèse. Et je les vois je les imagine en train de recevoir 10, 20, 30, 40, 50, 100 projets constituants, et qui sont en train de se tartiner la lecture des projets constituants. C'est un boulot de fou, ça. Alors ils répartissent le boulot, ils se mettent en comité, en groupe, en petits groupes. Mais rapidement, au bout d'une semaine, 15 jours, ils appellent au secours en disant... on a les moyens puisqu'on vient de s'insurger, on a les moyens de faire de la politique ensemble, et l'Assemblée centrale avertit les communes en train de bosser en disant « Les gars, on est débordés, vous êtes trop nombreux, on en a trop à lire, mais dans les 100 qu'on vient de lire, on vous signale juste vous écrivez tous la même chose. Vous écrivez tous la séparation des pouvoirs, les mandats courts, non renouvelables, 2 chambres, une élue, une tirée au sort. Bon, il y a des différences, on pourrait discuter des différences, mais là, on est complètement débordés. On n'en a lu que 100 ou 150, et vous êtes 36 000, on a un maudit problème là, vous êtes trop nombreux. Comme vous écrivez quasiment tous la même chose, nous vous suggérons, et dites-nous si vous êtes d'accord, on pourrait tirer au sort parmi les 36 000 communes, peut-être une dizaine de communes, ou peut-être 5 communes aux 5 points autour de l'Hexagone. Enfin, on prendrait quelques communes un peu partout, et c'est elles seules qui vont travailler, et puis on va les regarder faire. Nous, on va s'arrêter de faire le même travail qu'elles, mais par contre, on va les regarder faire. Et puis, on va les interpeller, il va y avoir des donneurs d'alerte, on va vérifier, on va leur dire, attention, pensez à parler de la monnaie, là, vous êtes en train de ne parler pas de la monnaie, et il va y avoir cette interaction qu'il y a eu en Islande, qui marchait très bien, en fait, et c'était des petites équipes, c'était une petite équipe, ils étaient 20 ou 25 à réfléchir sur la Constitution, et il y avait une grosse interaction avec Facebook et les réseaux sociaux, donc les Islandais ont participé à l'écriture. Donc j'imagine plus que ça va être... idéalement, nous devrions écrire tous notre Constitution, mais nécessité faisant loi, il va falloir qu'on mette en place des règles de représentation. Et à mon avis, le tirage au sort des assemblées constituantes, c'est pas la peine d'en tirer une, on pourrait en tirer plusieurs. Et surtout, sous l'œil sourcilleux des gens qui ne rentrent pas chez eux. Le problème des Tunisiens, quand ils se sont révoltés, qu'ils ont chassé le tyran, le problème c'est qu'une fois qu'ils ont chassé le tyran, ce qui a été très dur, c'était remarquable, mais ils sont rentrés chez eux. Ils ont élu une assemblée constituante. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est qu'il ne faudra pas élire l'assemblée constituante. Il faudra au mieux, écrire nous-mêmes la constitution commune par commune, mais au pire, il faut qu'on tire au sort l'assemblée constituante. Il ne faut surtout pas qu'elle soit élue. Si elle est élue avec des professionnels de la politique, on va faire comme les Tunisiens, ça va replonger. Donc la principale leçon de l'éducation populaire, le mot qu'on se passe entre nous sur Terre, là, c'est il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Et si on ne veut pas de conflit d'intérêts, il ne faut pas que ce soit les professionnels de la politique qui écrivent la constitution. Donc, voilà, sur votre question, la façon dont ça se fera, je pense, c'est... Enfin, je ne suis pas devin, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça pourrait se passer avec d'abord des gens qui veulent l'écrire commune par commune, parce qu'il y aurait eu des ateliers constituants partout, ce qu'il n'y a pas eu en Tunisie, ce qu'il n'y a pas eu dans les pays pendant les printemps arabes, ce qu'il n'y a pas eu non plus avant la Révolution française, ce qui fait qu'à chaque fois on s'est fait enfumer par les professionnels de la politique. Et donc si on ne s'est préparé, on va d'abord exiger d'écrire nous-mêmes, et on va, à mon avis, se servir du tirage au sort pour désigner nos représentants et les garder sous notre contrôle. Le tirage au sort désigne des serviteurs, alors que l'élection désigne des maîtres. Par construction, par définition. Le tirage au sort désigne des gens qui ne se prennent pas pour quelqu'un au-dessus, parce qu'ils n'ont pas été désignés parce qu'ils sont meilleurs. Donc psychologiquement, ils ne se mettent pas au-dessus, ils ne sont pas hissés au-dessus de nous. Les tirés au sort, ils restent des nôtres. Et donc, par construction, le tirage au sort
fabrique des serviteurs, des gens qui vont au service des autres. Alors que par construction, l'élection, elle hisse les gens au-dessus de nous et elle en fait des gens qui vont se prendre pour des gens supérieurs, même si c'est des gens bien au départ. Donc nous devrions bien plus défendre le tirage au sort que l'élection. C'est incroyable qu'on fasse de l'élection une vache sacrée, hein, c'est incroyable. Non, juste, moi ce que j'aime dans le discours d'Étienne, c'est qu'il donne à chacun l'audace de se comporter en citoyen. Parce que c'est ça qui manque, c'est l'audace. C'est-à-dire que les gens se disent, mais je ne serais pas capable. L'exemple des conventions de citoyens montre très bien que dans les jurés, tirés au sort, les gens acquièrent des compétences, ont des idées géniales. Non, c'est extraordinaire. Vous êtes des géniaux. Donc il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut arrêter de vous faire exploiter par des gens qui ont pris la place. Vous êtes géniaux, on va retenir ça comme le cas de cette soirée. On prend une dernière question. Alors Olivier, tu avais un candidat. Et puis je suis désolé, mais le temps tourne, donc on peut pas répondre à toutes les questions de la salle, j'en suis navré. Si vous allez demain aux ateliers constituants, ça continue, quoi. Et vous allez voir, quand vous écrivez, c'est beaucoup mieux. Je fais plus, là c'est vraiment exceptionnel avec Jacques, mais je fais plus de conférences sans atelier. Je viens pas dire la messe, quoi. Hein. Je veux dire, il faut que vous bossiez, il faut que vous travaillez. Vous allez voir, c'est quand vous y mettez que c'est littéralement jouissif, quoi. Vous allez voir que c'est une façon de faire de la politique, vous allez adorer. Allez-y demain, vous verrez, c'est super. Bonsoir. Bon, j'ai l'honneur et la pression simultanée d'être la dernière question. Elle est multiple. Je pense qu'on a tous plein de questions. Je vais essayer de les sélectionner et de faire court. Je commencerai par deux commentaires. Je vous confirme, Monsieur Chouard, vous êtes craint. J'en veux pour preuve la réaction fébrile, même agressive, d'une personne bien en vue comme Jacques Attali lors de votre passage sur le plateau de Ce soir ou jamais. Intéressant, c'est à voir la réaction de Attali face à Étienne Chouard. Je remets une couche également, pas sur Soral, mais sur le film Demain. J'aime beaucoup l'idée de convention citoyenne avec des gens qui ont une opinion éclairée. Mais bon, même si le grand Jacques Testard formule une opinion sur un film sans même l'avoir vu, effectivement, c'est pas gagné. Par contre, c'est une boutade, mais j'ai hâte de lire la critique que vous écrirez, qui justement sera éclairée de la lecture de la critique de la décroissance et de votre propre visage du film. Bon, je passe aux questions. J'enfonce également un clou posé par mon voisin de devant sur la pertinence d'une assemblée élue. Plusieurs fois ce soir, on a dit que, voilà, on est tous d'accord pour dire que vous venez de dire à l'instant que voilà, entre le tirage au sort et l'élection, que le tirage au sort désigne des serviteurs, l'élection désigne des maîtres. On a fait un exercice, vous avez fait tous les deux un exercice d'écriture d'articles potentiels pour une constitution tout à l'heure, et vous ne remettiez pas une seconde en cause l'existence d'une assemblée élue. Il y a l'assemblée citoyenne, et qui cohabite avec l'assemblée élue. Dernière question sur la forme. Sur les experts qui vont être amenés qui vont être sollicités pour infléchir sur la vie, pour éclairer l'opinion de la Convention citoyenne, comment est-ce qu'on contourne le biais qu'on défend d'autant mieux un point de vue quel qu'il soit, qu'on a une capacité à s'exprimer, qu'on a du charisme, qu'on s'exprime bien, et que tous les experts sur un sujet, qui peuvent avoir des avis divergents, n'ont pas forcément la même capacité à s'exprimer et à convaincre leur auditoire. Merci. Oui, très vite sur ce point, vous avez raison. Hein. Et ça fait partie des missions qui sont données au comité de pilotage, c'est de désigner des experts non seulement parce qu'ils seront variés, avec des points de vue contradictoires, mais qui aient aussi des qualités pédagogiques, évidemment. Étienne, une réponse pour conclure ? Oui. Sur la cohabitation, on me pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous gardez une assemblée élue à côté de l'assemblée tirée au sort après avoir dit tant de mal de l'élection ? Il y a deux raisons. La première raison, elle est pragmatique, c'est que si on veut devenir nombreux, il ne faut pas être terrifiant.
Or, quand on a grandi toute sa vie avec l'idée que seuls les élus étaient compétents et que dont tous les autres sont des bons à rien ou des gens dangereux, le projet politique qui consiste à dire on ne va plus élire du tout les gens, on va se faire confiance, on va nommer n'importe qui et on va contrôler ces n'importe qui après, au lieu de les contrôler au moment de la désignation, on va les contrôler pendant qu'ils exercent le pouvoir. C'est, je pense, littéralement terrifiant. Je l'ai vécu plein de fois, je vois bien que les gens, ça leur fait peur, alors que si on garde une moitié du système, comme, en fait, moi, pour moi, c'est comme un compromis, parce que ça suffira de mettre une deuxième chambre tirée au sort, ça suffira pour changer tellement radicalement que ça va nous habituer à l'idée, on va voir qu'elle produit surtout si elle est éclairée sans arrêt par des conventions citoyennes ad hoc, donc sujet par sujet. On va voir que l'Assemblée tirée au sort, après quelques années, on va voir qu'elle produit des avis et des décisions et des lois tout à fait utiles et même meilleures que celles que produit l'Assemblée élue. Et une fois qu'on aura vécu ça, on pourra passer au stade de là. Donc si vous voulez, c'est comme un compromis pour rendre le truc acceptable sans perdre l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est que nous revenions dans les institutions. Et deuxièmement, que nous soyons, que nous ne terrifions pas les gens que nous sommes en train de réveiller. Donc je pense que ça a du sens de défendre l'idée de 2 assemblées, une tirée au sort et une élue. Deuxième chose, à l'occasion de cette réflexion sur le bicaméralisme et des assemblées élues, on n'est pas obligé de les lire parmi des candidats. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est avec toi, je commence à me mélanger les crayons. Mais quand on élit parmi des candidats, ce qu'on fait depuis 200 ans, dans mon esprit, l'élection parmi des candidats, elle donne le pouvoir aux riches. C'est-à-dire, elle donne le pouvoir, elle le donne, elle le vend, mais ils ont tellement d'argent que c'est comme si c'était donné. Elle donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens de favoriser leur candidat. Parce que celui qui va être élu, c'est celui qui va être vu. Et celui qui a les moyens de faire voir un bonhomme plus qu'un autre, il a gagné l'élection. Et ça fait 200 ans que ça dure, ça va, on a compris. On a compris que l'élection, parmi des candidats, donne le pouvoir aux riches. Mais là, si on réfléchit à l'élection et que c'est nous qui écrivons la Constitution, on n'est pas obligé de reproduire ce mécanisme de l'élection parmi des candidats. On pourrait réfléchir, si vous faites un atelier constituant demain, vous pouvez le faire sur ce sujet, comment on écrit l'article qui dit que l'élection est sans candidat. C'est-à-dire que je peux vous le dire en 1 minute, comment on pourrait imaginer la chose. Nous écririons l'article qui prévoit que chacun de nous élit autour de lui 3, 4, 5, discutez combien de personnes. Mais moi je dirais, j'ai au moins 10 personnes autour de moi que je peux désigner comme des gens valeureux, des gens bien. Alors il y a des gens qui montent au plafond, grimpent au rideau en disant des gens valeureux, ils sont pas plus valeureux, on est tous égaux. Ouais, laisse tomber. Non, ils sont plus valeureux, ils sont plus calmes, ils font des efforts pour se cultiver, ils sont capables de comprendre des points de vue, je vois bien que leur point de vue évolue. Enfin bon, bref, vous allez trouver autour de vous, peut-être discuter du nombre de gens. Mais nous aurions le droit d'élire des gens qui ne sont pas candidats, qui vont peut-être refuser, on va voir, et on compte. Alors on compte, donc ça va donner, on est 40 millions à désigner 5 personnes, mais ça va être quelquefois les mêmes, hein. Vous allez voir que des gens qui sont valeureux, ils vont être désignés plusieurs fois. Et on se retrouve avec une espèce de vivier de gens désignés comme valeureux librement. Librement. Aujourd'hui, on n'est pas libre du tout. Quand vous choisissez de voter pour un tel ou un tel, vous ne l'avez pas choisi, cette personne, elle vous est imposée. C'est quelqu'un qui le voulait, d'abord, et puis c'est quelqu'un qui a été aidé à passer à la télé, passer dans les journaux, enfin, ça n'a rien à voir avec une désignation libre. Là, je vous parle d'élections sans candidat. Vous désignez des gens autour de vous. On se retrouve avec, disons, peu importe le chiffre, on va avoir 1 million de personnes qui sont désignées comme valeureux. Parmi les 40 millions de personnes, il y en a 1 million qui sont désignés comme valeureux. On fait comme dans les compétitions d'arts martiaux, ils font des manches et la pire manche est considérée comme un accident. Il a tellement perdu de points, on la compte pas. On considère, je fais ça avec mes élèves, la plus mauvaise note du semestre, on la compte pas. Ouais, on la compte pas, c'est un accident. Et la meilleure, on la compte pas non plus. Oh, on la compte pas, parce que là aussi c'est un accident. On garde que les notes moyennes qui sont plus représentatives. Et on pourrait faire ça. Ceux qui ont été pas élus du tout, ils ont été nommés 1 ou 2 fois, on les considère comme valeureux, pas valeureux. Puis ceux qui ont été très 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 élus, probablement avec un effet télé, un effet média, ceux-là, on ne les prend pas non plus.
On prend les gens qui ont été moyennement élus librement. Et parmi ces gens-là, vous tirez au sort. Et bon, et puis ceux qui refusent, ben, vous les mettez de côté, et puis vous prenez le suivant, tiré au sort. De toute façon, vous en avez des millions. Donc pour fabriquer une assemblée élue, vous mélangez les deux, mais vous allez avoir, là, vous n'allez pas avoir n'importe qui, vous allez avoir une assemblée élue, mais c'est tout à fait original ce truc-là. Et vous allez avoir des gens qui sont formidables là-dedans. Là, vous allez avoir des gens que vous n'avez jamais eu, et que vous n'aurez jamais, avec un système, pensé par des élus. Les élus sont incapables de penser ce système-là. Il n'y a que vous et moi, il n'y a que nous qui sommes capables de penser ça. Il n'y a que les citoyens qui sont capables d'imaginer un système où nous ayons cette liberté de choisir, et avec le tirage au sort qui fait qu'ils ne vont pas être hissés quand même autant qu'actuellement. Voilà, donc on peut imaginer une assemblée élue qui ne soit pas la bande d'affreux qui gouverne actuellement et qui nous conduise à la prochaine guerre. Bon, je crois qu'il faut conclure. Et bien voilà, magnifiquement conclu, je pense. Je vous remercie d'être là si nombreux. N'oubliez pas que quand vous rentrez chez vous en disant « Putain, ils sont super ces gars, c'est vraiment une bonne idée », si vous ne faites pas d'atelier constituant, c'est une idée à la con, elle ne marchera pas. À cause de vous. Revenez demain, 14h-18h. Vous devriez faire des ateliers constituants pour que cette idée marche. Tous les jours.